Est-ce que l'amour dure 3 ans? Quand on a un coup de foudre, on va oublier cet élément. Mais pourtant, c'est une des fondations des relations. On dit souvent que le début de la relation, c'est la romance, il faut profiter et tout. Moi, je ne suis pas de cet avis. Bonjour, bienvenue sur Gentle Me. Ici, on se retrouve en créant un refuge ensemble pour pouvoir apprendre ou réapprendre à s'aimer en toute authenticité. Aujourd'hui, on va continuer la série qu'on avait commencée sur la série relationnelle. Je vous avais prévenu sur les posts. Ceux qui ne reçoivent pas les posts, c'est que vous n'êtes pas encore abonnés. Donc, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir l'ensemble de mes publications et pour continuer ensemble dans cette aventure. Donc, la première partie de la série, c'était la vidéo sur le respect de soi que vous allez retrouver en barre de description pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et aujourd'hui, on va parler des relations, mais plus nécessairement les relations qu'on entretient en couple. Alors, la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'amour dure 3 ans? D'après les livres, d'après plusieurs livres que je n'ai pas encore lus, je précise, d'après des livres ou des scientifiques, l'amour durerait 3 ans et ce qui se passerait ensuite ne serait pas de l'amour, mais autre chose. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 3 grands ingrédients qui pourront aider ou favoriser la stabilité d'un couple. Restez avec moi si vous voulez en savoir plus, parce que le dernier point est très souvent négligé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène et je suis une grande amoureuse de l'amour, mais aussi de tout ce qui va concerner les relations, de la psychologie humaine. Et depuis quelque temps, je dévore des livres sur les relations amoureuses et j'apprends énormément de choses que je ne savais pas. Il y a des trucs que tu fais par intuition et il y a des choses que tu ne fais pas et qui sabotent ta relation. Donc ici, on va parler de 3 éléments essentiels. Ces livres ne parlent pas de conseils magiques pour apprendre à aimer, pour retenir un homme ou quoi que ce soit, ou une femme d'ailleurs. Non, ces livres parlent des éléments concrets qui peuvent tout changer dans une relation. Et que les relations qui durent le plus reposent sur des piliers parfois simples et tellement simples qu'on n'y prête pas attention. Installe-toi, on va en parler là tout de suite. À la fin de cette vidéo, vous aurez un petit bonus où je parle de 2 livres notamment qui ont level up ma façon de communiquer, ma façon de vivre mes relations au quotidien. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez les avoir. Alors, le premier point, c'est l'élément qu'on oublie le plus. Quand on est dans les papillons, quand on a un coup de foudre, on va oublier cet élément. Mais pourtant, c'est une des fondations des relations. Et ici, on parle de un socle de valeurs communes. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un socle de valeurs communes? Ce n'est pas qu'on doit tous avoir les mêmes goûts musicaux, être fondamentalement tous les deux accros au travail ou avoir les mêmes hobbies. Non. Un socle de valeurs communes, c'est vraiment les valeurs qui te distinguent toi, qui font que c'est des valeurs, comme je dis souvent, non négociables. C'est des choses qui vont faire que toi, tu vas te sentir à l'aise dans une relation. Vous pouvez avoir des hobbies différents, vous pouvez partager des passe-temps très différents, mais sur certaines valeurs communes. Et il faut que tu trouves les tiennes, il faut que tu les connaisses déjà en amont. C'est de se dire quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que je sous-tends dans ma vie, qui sont des non négociables. Par exemple, ça sera des valeurs comme la loyauté, la famille, le travail. Ça peut être vraiment une valeur forte pour certaines personnes qui, pour eux, c'est un non négociable. Par exemple, une personne qui va dire « moi, je veux que ma femme reste à la maison et qu'elle ne travaille pas », en fait, nécessairement, pour éviter d'avoir de certains problèmes, vaut mieux éviter de se mettre en relation avec une femme qui a une ambition phénoménale parce que il y aura énormément de friction. Au début, dans l'euphorie de l'amour, on n'y pense pas. Mais quand on veut concrétiser quelque chose ou quand on commence à fonder une famille, ces frictions, c'est vraiment des frictions qui peuvent ébranler le couple. Vous trouverez dans la barre de description une liste non exhaustive de valeurs que vous pourrez vous attribuer ou pas. Mais n'hésitez pas à prendre ce temps de recul pour pouvoir dire quelles sont mes valeurs qui sont nécessairement non négociables dans ma relation
Et pour connaître ses valeurs, effectivement, il faut se connaître. Mais il faut aussi apprendre à connaître son partenaire. Parce que, ou au moins que son partenaire se connaisse et en discuter en amont. Vraiment, en discuter sérieusement, en parler ouvertement. Pour moi, le travail, c'est une valeur forte. Pour moi, la spiritualité, c'est une valeur forte. Qu'est-ce qu'on fait? Et il vaut mieux en parler en début de relation. On dit souvent que le début de relation, c'est la romance, il faut profiter et tout. Moi, je ne suis pas de cet avis. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas de cet avis. Le début de la relation, c'est pour poser les bases, pour savoir si on continue ensemble ou pas, avant d'avoir trop d'attachement et de se rendre compte qu'au final, mais on n'est pas si compatible que ça et ça va pas durer longtemps. Parce que plus ça avance, plus les frictions deviennent fortes. Et si vous n'avez pas un socle de valeurs communes sur lesquelles vous allez avancer ensemble, le chemin risque d'être long, très long et fastidieux. Parce que ce qui est important de retenir, c'est que quand les tempêtes se lèvent, quand les problèmes se lèvent, quand même les familles se lèvent contre vous, vos valeurs communes peuvent être vraiment des piliers sur lesquels vous appuyez pour rester ensemble. Donc, pensez-y. La deuxième partie, c'est quelque chose de très délicat pour tout le monde. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur parce que ça peut être l'élément clé qui va te faire te décider de si tu continues ou pas dans une relation. Et j'appelle ça l'agilité émotionnelle. L'agilité émotionnelle, ça va être de savoir accueillir, de savoir nommer, de savoir déceler ses émotions, de pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui concrètement fait que je me sente comme ça. En fait, l'agilité émotionnelle découle profondément de sa capacité à faire une introspection. Une introspection. Les gars, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous faites un peu ça? Parce qu'on connaît les hommes là, c'est pas trop leur délire. Pourtant, c'est tellement important de faire des introspections personnelles, de prendre des moments de calme, même quand on va s'énerver, on va crier ou quoi que ce soit, de se dire, bah attends, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que l'autre a fait? C'est pas le problème, c'est pas souvent, c'est pas toujours. Le problème, c'est pas toujours ce que l'autre a fait, mais c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, comme douleur, comme passif, comme souffrance. Apprenez à prendre ce temps-là et petit à petit, vous allez débloquer des mécanismes qui vont faire que vous comprenez pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière et rien qu'avec cette compréhension, ça vous permet de mieux réagir, de mieux adapter votre réponse à ce que les autres vous font. Et ça, c'est vraiment une perle rare dans le monde dans lequel on vit, où on va souvent dire je suis comme ça, prends-moi comme ça, accepte-moi comme ça. Non, l'agilité émotionnelle permet de se dire je suis comme ça parce que ceci, cela, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter? Et c'est là qu'on tombe sur le troisième point. La troisième capacité importante et qui solidifie les couples énormément, c'est la capacité d'adaptation. Ça, c'est fondamental. Ça va traverser les âges, ça va traverser la vie. Quand on se dit qu'on va se mettre avec quelqu'un, qu'on aime profondément, le fait de se dire, que on va passer 5, 10, 15, 20 ans, 40 ans ensemble, il faut avoir cette capacité d'adaptation, de se dire, je vais m'adapter. Pourquoi? C'est le secret le plus sous-estimé, mais pourtant le plus important à mes yeux. C'est d'avoir la capacité d'adaptation. Parce que oui, quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez certainement quelqu'un, quelque chose, vous venez d'un milieu de famille, d'éducation différente. Par contre, vous vous adaptez. Au début, c'est toujours simple. Par contre, au début, c'est toujours simple. Mais une fois que les années commencent à passer, ça devient de plus en plus compliqué de s'adapter à l'autre. Parce qu'on se dit, la personne nous connaît, la personne doit nous connaître et on ne fait plus d'efforts. Mais ce que vous devez savoir, mais ce qu'on doit tous savoir, c'est que
Tu n'es pas le même qu'au début de ta relation, vous n'êtes pas les mêmes qu'au début de la relation et vous ne serez certainement pas les mêmes dans 10 ans. C'est pourquoi la capacité d'adaptation et de flexibilité dans la relation est importante. Apprenez à accepter le changement, à embrasser le changement, à vivre le changement d'une manière qui ne vous déçoit plus. C'est-à-dire qu'il faut se dire, dans tous les cas, je vais changer. Dès que tu commences par te dire fondamentalement que tu vas changer dans la relation, tu acceptes immédiatement que la personne en face de toi changera. Parfois dans un changement bon pour vous et parfois dans un changement qui a l'air de ne pas être le bon. À ce moment-là, il faut avoir chacun cette capacité de s'adapter, c'est-à-dire discuter, communiquer sur les changements. J'ai remarqué que tu as changé sur X ou Y point. Et après, de se dire, bah, est-ce que moi, est-ce que tu, est-ce, et après de se dire, comment je me sens par rapport au fait que tu aies changé et est-ce que c'est toujours aligné avec nos valeurs communes. La vie peut faire à ce que, effectivement, ce ne soit plus aligné avec vos valeurs communes et c'est là où je pense que c'est le plus difficile. Mais il y a toujours des valeurs, il n'y a pas qu'une valeur commune, il y en a plusieurs. Il y a toujours des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher pour continuer ensemble quand c'est pas chaotique. Parce que oui, je ne suis pas en train de parler ici des relations chaotiques où il y a de la violence. Non, je parle de relations où vous avez des problématiques et qu'il faut les résoudre. On n'est pas, en tout cas, je ne suis pas dans l'idée de se séparer dès qu'il y a des changements. Parce que les changements, ça arrive. L'arrivée d'un enfant, ça bouscule énormément de choses. Je vais donner mon exemple personnel. À titre personnel, j'ai toujours vécu seule. Et quand je me suis mariée, je suis rentrée dans la vie familiale avec mon mari et j'étais enceinte. J'avais une problématique que je travaille toujours en ce moment, c'est que je suis quelqu'un, comme j'ai beaucoup vécu seule, j'ai vécu à peu près 7 ans seule depuis que je suis jeune, donc de mes 17 à mes 20-25 ans, j'ai vécu toute seule. Et ça fait que j'ai toujours appris à me débrouiller. J'ai un esprit de débrouillardise assez élevé. Mais comme je me suis retrouvée dans mon foyer enceinte, j'ai pas eu ce recul-là en général de demander de l'aide. Et pourtant, j'avais quelqu'un à côté de moi qui était disposé à m'apporter de l'aide. Mais j'étais toujours en mode, je dois tout faire seule, c'est compliqué, je suis fatiguée. Et la personne à côté de moi, du coup mon mari, il me disait, ben, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Et je me suis rendu compte que effectivement, on change, tu vas vivre des changements dans ta vie, tu ne seras plus la même personne qu'avant, tu n'auras plus le même environnement, et il va falloir s'adapter, apprendre à dire, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu n'as pas besoin de porter tout le poids toute seule. Enfin, je n'avais pas besoin de porter tout le poids toute seule. Et en fait, c'était une bonne nouvelle. Mais rien que le fait de l'intégrer, ça m'a pris trop de temps, à mon avis. Et donc, c'est un exemple. Les changements, la flexibilité, c'est important pour que le couple reste stable. Parce que l'autre personne peut se sentir inutile en mode, ben, tu as besoin d'aide, tu ne m'en parles pas. Pourquoi? Et rien que le fait de communiquer à ce niveau-là, tu te dis, ah oui, effectivement, j'ai un problème à demander de l'aide. Et tu essaies de t'ajuster parce que c'est cette partie-là qui est pour moi la plus importante. C'est la capacité de s'adapter, mais de s'adapter, de se changer. Ah, se changer. Tout le monde qui dit que l'autre doit nous prendre tel qu'on est ou qu'on doit prendre l'autre tel qu'il est, je n'adhère pas souvent à cette maxime, même si j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais c'était dans un autre contexte, c'est qu'il faut parfois se rendre compte, quand c'est nous qui avons un comportement inadéquat, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce comportement-là? Et d'y travailler. C'est pas seulement une question de se dire, de faire l'introspection et de ne jamais passer à l'action. Non, c'est une question de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses maintenant, pour bouger les lignes et pour réajuster notre couple. Et je suis en train de lire un livre
en ce moment qui parle à peu près de ça, de Jamais seul ensemble de Jacques Salomé, qui parle de comment vivre à deux en restant différents. C'est-à-dire, il y a des valeurs communes qui vont nous imbriquer, mais il y aura toujours des choses sur lesquelles on sera différent. On va grandir ensemble, mais dans divers environnements qui peuvent nous faire diverger parfois. Et comment, à ce moment-là, ajuster et se mettre au même diapason sans s'étouffer. Un autre point important dans la flexibilité, c'est de faire des choses différentes ensemble. Découvrez des choses. Soyez curieux de l'autre. Si tu vois que l'autre a changé, ça peut te paraître négatif dans un premier abord, mais quand tu creuses, tu vois que c'est une nouvelle passion, que c'est une nouvelle envie, que c'est un nouvel attachement et que ça, au fond, ça ne nuit pas à la relation. Alors pourquoi en faire un problème? Prendre le temps de pouvoir se renouveler et renouveler à ce titre-là son amour pour l'autre, se dire ah oui, avant ce n'était pas quelqu'un de très travailleur par exemple, et maintenant il travaille énormément et il y a moins de temps pour la relation à deux. Forcément ça crée des frustrations, mais quelque part se dire pourquoi il travaille autant, et quand il va t'expliquer que c'est pour la famille, que c'est pour ceci, cela, ça renouvelle un amour un peu. Donc voilà, c'était ce dont j'avais à vous partager. Et pour les bonus, notamment, il y a ce livre de Jacques Salomé dont je viens de parler, Jamais seul ensemble, mais il a aussi écrit un autre livre que j'ai lu à une autre période, mais en version électronique, qui est pourquoi est-il difficile d'être heureux? Et ce livre, pépite sur pépite, pépite sur pépite. Je pense que ces deux livres m'ont permis de dépasser mes attentes en termes d'apprentissage de moi-même et de communication avec l'autre ou avec les autres. Donc, si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas parce que ça va vraiment vous aider. Pour terminer, je veux simplement rappeler qu'une relation stable, ce n'est pas une relation sans conflit. C'est une relation qui se bâtit jour après jour sur des valeurs communes, en comprenant ses émotions et en ayant la capacité de s'adapter jour après jour au renouvellement de sa relation. C'était Hélène. Je vous souhaite une excellente journée. Peace! Abonne-toi si tu veux plus de contenu de ce genre. N'hésite pas à partager en commentaire lequel de ces 3 points te parle le plus. Et n'oublie pas, on est là pour grandir ensemble. Donc, partage, partage, partage. Prends soin de toi et prends soin de tes relations. Et on se retrouve dans la dernière partie de cette série relationnelle qui va sans doute te surprendre. Peace!